Je vais passer maintenant la parole à Pascal Ganin. Monsieur le Président, chers collègues, je commencerai par une remarque à l'encontre de Monsieur Clergeau, qui a parlé de manque de contrôle et de désorganisation. Je pense qu'il devrait songer à ce qui se passe entre l'Élysée, Matignon et les multiples candidats issus de l'ex-majorité présidentielle. Parce que je trouve qu'il vous faut énormément d'audace et pour ne pas dire d'inconscience ou de culot et tenter de faire oublier en agressant le président légitime de cette institution de la manière dont vous l'avez fait, pour faire oublier le gigantesque échec du quinquennat qui s'achève et de ce président qui en est réduit à organiser la campagne électorale de l'un des candidats. Donc en ce qui concerne l'utilisation des moyens de la République à des fins partisanes, je crois que réellement, sur ce sujet, vous devriez vous taire. Ensuite, mes propos s'adresseront sur des sujets plus techniques et moins polémiques à M. Retailleau, quoique, évidemment, on n'est jamais en dehors de la politique. Sur le sujet du plan, et notre collègue Pascal Nicot le développera, sur ce sujet donc du plan de la robotisation et de l'industrie de l'avenir, vous avez cité Louis Gallois et je crois qu'il y a un aspect qui n'est pas du tout examiné dans ce projet, c'est le fait que nos entreprises ensuite doivent vendre. Elles ne doivent pas seulement produire avec des techniques modernes et renouvelées, elles doivent également vendre. Or, elles se trouvent en concurrence directe avec des entreprises de pays en voie de développement qui n'appliquent pas nos normes sociales du fait de la politique européenne. Et c'est d'une certaine façon le grand non-dit d'ailleurs de cette session, je pense dans tous les discours de tous les groupes, à part le nôtre, c'est le fait de ne pas envisager les conséquences du fonctionnement actuel de l'Europe par rapport à l'emploi. Alors certes, il y a des lourdeurs françaises en matière de charges sociales, de droit du travail, etc. Mais il est évident que si nous avons perdu autant d'emplois industriels, et je pense particulièrement à certains de nos territoires ruraux dans lesquels l'activité industrielle a disparu, il est évident que l'Europe y est pour beaucoup. Et vous refusez, pour des raisons idéologiques, de le reconnaître ou de l'évoquer. Mais Pascal Nicot développera l'aspect le plus technique. En ce qui concerne la clause Molière, là encore, la clause Molière, c'est finalement un ultime avatar d'une directive européenne, la fameuse directive Bolkestein, qui avait été autorisée avec tout le débat sur le plombier polonais. Et vous nous dites maintenant que le droit européen étant supérieur au droit français, il faudrait recréer du droit français en s'appuyant sur le Conseil d'État, dont les normes sont inférieures à celles de l'Europe, pour tenter de réintroduire du droit français dans une disposition européenne qui prévoit le contraire. Car comment pouvez-vous croire que des gens qui ont été recrutés par des entreprises de travail temporaire, on dirait ici, d'agences de recrutement étrangères, oseront réclamer l'application du droit français alors que leurs charges sociales sont payées à l'extérieur? C'est totalement utopique. Et vous devriez consulter Maître Benoît Fleury, qui était à l'origine de la consultation d'Angoulême, dont est partie la clause Molière. Quelqu'un que vous connaissez, je crois, qui est vendéen, et avec lequel vous avez eu l'occasion de travailler. Et il vous dirait très certainement que vous serez dans une impasse juridique très rapide. Telles étaient donc les observations que nous voulions faire, sans esprit de polémique particulière. Je voudrais juste rappeler aussi le fait que nous allons devoir être confrontés évidemment à des querelles politiques. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que finalement, pour des raisons, je pense, qui sont liées à votre positionnement dans cette Assemblée, la composition de votre majorité, sans polémique aucune, le centre pèse très lourdement dans cette Assemblée, beaucoup plus qu'il ne représente en voix dans notre région. Et le simple fait que vous refusiez d'envisager la question de la souveraineté, c'est un mot que vous ne prononcez pas, le fait que vous envisagiez finalement d'essayer d'aménager la disparition du droit en essayant de le masquer par des dispositions dérisoires sur le droit du travail des travailleurs donc détachés, témoigne bien de votre gêne
et de votre écartèlement entre une réalité que vous connaissez, des solutions dont vous savez qu'il faudrait les adopter et que nous proposons, et qui peuvent être discutées d'ailleurs, mais dont les différents groupes de cette Assemblée refusent simplement d'envisager le principe. C'est celui de la supériorité du droit français sur le droit européen et sur des droits étrangers. Et la meilleure preuve d'ailleurs, c'est que vous-même, indirectement, en parlant du Conseil d'État, vous reconnaissez qu'il est nécessaire d'avoir un droit national. Voilà. Donc je voulais vous faire cette observation. J'éviterai toutes les autres polémiques. Il est évident que je pourrais parler du fait que notre région soit, selon nous, abusivement associée par l'intermédiaire d'une association subventionnée à la semaine de la lutte contre les discriminations, qui tente de transformer le débat social en débat finalement racial à travers l'antiracisme. Moi, je suis d'une génération dans laquelle on ne parlait jamais d'antiracisme alors qu'il y avait des enfants étrangers dans ma classe. Et je considère qu'aujourd'hui, oui, il y avait beaucoup de... Oui, je vous vois hocher la tête, mon vis-à-vis sartois, mais effectivement, j'étais avec des camarades à l'époque portugais, espagnols, et ce sujet ne nous effleurait pas. Et je pense qu'à force de parler en permanence et de financer des associations qui propagent la culpabilité collective et une forme de haine anti-française, eh bien, nous nous associons à un combat de destruction du tissu national. Je pense que l'antiracisme, ainsi usé, ainsi archi-utilisé, subventionné, est contraire à l'idéal républicain que vous évoquiez. Et alors je conclurai, Monsieur le Président. Les invités de votre colloque de Fontevraud sont sur la position du Front National dans tous leurs écrits. Et je trouve plaisant que vous vous en serviez au cours de cette campagne électorale pour camper la position de droite de M. Fillon. Voilà, donc si je comprends bien, certains trouvent que je suis l'otage des centristes et d'autres trouvent que je suis l'otage de Sens commun. C'est finalement un bon équilibre. Bien, je vais passer maintenant la parole à un centriste d'ailleurs, puisque je dois les excuses, il nous rejoindra cet après-midi, de Philippe Henry, qui était indisponible. Je crois qu'il y a une visite ministérielle à Château-Gontier ce matin du ministre de l'Intérieur, et il a délégué Laurent Géraud pour s'exprimer à sa place. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Voilà, nous y sommes. La campagne présidentielle a envahi l'hémicycle. La parole rationnelle et concrète du Président laisse place aux effets de manche médiatiques et aux postures roses, vertes et diverses. Quant au FN, M. Gana, dont l'enracinement idéologique des années 70 est tel que chaque fois qu'une racine nauséabonde est coupée, une autre émerge, fidèle en cela à ceux qui l'ont fondée, tels Gautier, Bousquet ou Duprat, comme en témoigne l'actualité de ces derniers jours. Quant à la région, elle est totalement oubliée. Très peu de propositions, aucun projet pour les Ligériens. Oui, je suis fier d'appartenir à une famille du centre et de la droite modérée que vous semblez tant mépriser, voire haïr. Non pas parce que je suis certain de tenir la vérité et la solution, mais en revanche, je suis persuadé que la stigmatisation que vous faites de l'étranger, l'amalgame systématique entre migrants et réfugiés, le « on est chez nous » que j'ai entendu à Nantes mais fait encore froid dans le dos, le communautarisme mis en exergue, le nationalisme nourri d'un anti-européanisme systématique, le mépris de la justice ne vont pas de pair avec la nécessité d'apaisement de notre société et de la République qui est la nôtre, de l'idéal républicain. C'est d'ailleurs aussi le sens des rapports présentés aujourd'hui lors de cette session. Ces documents d'orientation posent des axes de travail qui appellent désormais des mises en application ouvertes, concrètes et des traductions budgétaires. Le plan régional pour l'industrie du futur est en résonance complète avec la réalité industrielle des Pays de la Loire. Avec 234 000 emplois, nous sommes au deuxième rang des régions industrielles françaises. La plateforme robotique et production avancée du CEA Tech n'est ni de droite, ni de gauche, ni même du centre. Ce sont d'abord et avant tout les chercheurs et les entrepreneurs qui donnent une réalité économique et financière à ce projet.
Nous ne sommes pas les faiseux, nous accompagnons les faiseux. Nous créons un écosystème favorable. Ce rapport est évolutif, Madame Bringuy, et sa déclinaison concrète permettra d'enrichir plus fortement, par exemple, la transition énergétique ou encore le volet relatif à la montée en compétences des ouvriers impactés par la robotisation. Autre sujet d'importance qui devrait fédérer, Monsieur Clergeau, et conduire à produire un compromis positif, la catastrophe générationnelle du décrochage. Là aussi, la critique stérile doit céder le pas à la mobilisation collective. Certes, et nous le reconnaissons, nous l'avions dit dans la minorité, l'ancienne majorité s'était saisie de ce problème majeur de sortie annuelle du système de formation de jeunes conformément aux dispositions législatives. Et elle avait d'ailleurs enregistré des résultats encourageants. Mais il convient aujourd'hui d'admettre que nous devons accélérer. Le constat largement concerté et partagé a permis de définir un plan d'action ambitieux. C'est la mobilisation de tous les acteurs dans leur champ de compétences. C'est la coordination régionale qui permettra de stopper et réduire le nombre de décrocheurs, aujourd'hui évalué à 20 000 en région Pays de la Loire. La présentation du rapport relatif à la nouvelle politique régionale éducative est également le fruit d'une évaluation large avec plusieurs centaines d'auditions. Je note que les critiques portées par nos oppositions démontrent le caractère équilibré de ces orientations, puisque le FN les juge à gauche, voire centriste, quand la gauche les qualifie de très droitières. Je laisserai le soin à mon collègue Éric Touron de présenter par le détail notre ambition pour la filière équine régionale. Son expertise conjuguée à sa capacité d'écoute fait de ce document d'orientation, là aussi, un sujet qui doit rassembler plus qu'opposer. En conclusion, je veux réaffirmer au nom de mes collègues centristes que loin des querelles électorales et des polémiques verbales, loin des différences politiques bien naturelles, nous souhaitons plus que jamais être en action en équipe et mettre en œuvre le projet régional que nous avons proposé aux Ligériens fin 2015 et qu'ils ont adopté. C'est ce que nous nous employons à faire dans la majorité autour du président Retailleau, quelle que soit notre sensibilité, nos convictions, nos engagements. Nous sommes mobilisés et unis autour d'un seul sujet, agir et servir les Ligériens. Merci Laurent Géraud pour votre intervention. Non, Monsieur Gana, vous aurez tout à l'heure. Non, mais vous la prendrez pas. Alors vous l'avez dit. Je vais passer la parole. Non, mais je passe la parole à Christophe Priou. Hein, vous aurez l'occasion. Vous aurez l'occasion. Merci. Chacun aura la parole. J'essaie de tenir notre organisation. Merci, monsieur. Non, tact, mais allez-y. Merci, monsieur le président. Et à Christophe Priou. Alors, je ne sais pas si c'est décompté sur mon temps de parole. Monsieur le Président, je demande un crédit de 2 minutes de plus. S'il vous plaît. Allez, Christophe Priou. Je me trouve un peu sans. Merci, Monsieur le Président. Qu'on remette les compteurs à zéro dans tous les sens du terme, puisque mon temps de parole s'est déjà un peu écoulé. L'impression dominante de cette session, c'est que quoi qu'on fasse, nous avions l'impression d'avoir tout faux.